12 mars 1946, prison de Marco, Budapest, 15h24. Le silence écrase la cour intérieure alors qu'une foule compacte se presse contre les barrières. Les caméras sont en position, les soldats restent immobiles. Au centre du patio, une simple viga de bois se dresse. Une corde attend au sommet. Ferenc Szálasi avance d'un pas lent. Il est le leader du parti des Croix fléchées et le dernier chef de l'État fasciste hongrois. Il atteint le pied du bois, il saisit un crucifix et le baise longuement. Un prêtre s'approche pour les derniers sacrements. Mais aucune bénédiction ne peut effacer la réalité des faits. Pourquoi cet homme ne montre-t-il aucun remords? Il a eu le pouvoir absolu. Mais son règne s'est achevé dans le sang. Sous ses ordres directs, les berges du Danube sont devenues un abattoir. Les miliciens attachaient les prisonniers par trois avant de tirer sur celui du milieu. Le poids du corps entraînait les deux autres dans les eaux glacées. 70 000 personnes ont disparu ainsi. Le plus beau fleuve d'Europe s'est transformé en un immense cimetière juif. À l'image, Szálasi monte la dernière marche, ses mains sont liées dans le dos. Il ne regarde pas la foule, il ne regarde pas ses juges. Les bourreaux s'activent. Chaque geste est précis, mécanique. La tension est totale. À première vue, un condamné ordinaire, mais en réalité, le responsable d'un massacre à l'échelle d'une nation. Est-il possible de porter le poids de 70 000 morts sur ses seules épaules? Le verdict est tombé. La sentence doit être exécutée maintenant. Dans quelques instants, Ferenc Szálasi prononcera ses dernières paroles avant que la trappe ne s'ouvre. Les archives révèlent chaque seconde de cette fin brutale. La situation est sans retour. Voici comment le régime des Croix fléchées s'est effondré dans le chaos et comment la justice a finalement rattrapé celui qu'on appelait le guide. L'histoire s'arrête ici pour Szálasi, mais les preuves, elles, restent gravées dans le béton de Budapest. 6 janvier 1897. C'est la date de naissance de Ferenc Szálasi à Kassa, l'actuelle Košice en Slovaquie. Il voit le jour au cœur des frontières instables de l'Empire austro-hongrois. Son père est un officier aux racines arméniennes et hongroises. Le jeune Szálasi grandit dans un monde de discipline militaire et de ferveur patriotique. L'atmosphère est lourde, chargée de ressentiments ethniques. Dès l'enfance, une obsession se dessine. On le voit passer des heures entières à redessiner les cartes de la région. Son crayon étire les frontières de la Hongrie bien au-delà de la réalité géographique. Dans son esprit, une nation imaginaire prend forme, forte, pure, impériale. Plus tard, il décrira son éducation catholique comme une foi transmise par le lait maternel. Mais cette foi ne produira ni compassion ni humilité. Entre les mains de Szálasi, la religion devient un outil d'exclusion et de violence, un dogme déformé pour servir la brutalité. La Première Guerre mondiale éclate. Le jeune Szálasi n'hésite pas une seconde. Il s'engage dans l'armée austro-hongroise et rejoint le front. Sur le terrain, il se distingue par sa discipline et sa loyauté absolue envers l'empereur. Il monte en grade et devient officier. On lui remet l'ordre de la couronne de fer de 3e classe. C'est l'une des plus hautes distinctions de l'Empire. Mais cette gloire personnelle masque un désastre collectif. 11 novembre 1918. L'armistice est signé. L'Empire austro-hongrois s'effondre brutalement. Pour Szálasi, ce n'est pas seulement la fin des combats, c'est la fin d'un monde. L'époque qui représentait pour lui la véritable grandeur de la Hongrie disparaît. Pourquoi cette chute est-elle insupportable? La réponse tient en un nom, le traité de Trianon. En 1920, l'humiliation devient officielle. Les chiffres sont brutaux. La Hongrie perd 72% de son territoire. Elle perd la moitié de ses 10 plus grandes villes. Toutes les mines de métaux précieux et l'accès à la mer sont confisqués. La population s'effondre, passant de 20 millions à seulement 7 millions d'habitants. 3 millions de Hongrois se retrouvent soudainement étrangers sur leur propre terre, isolés derrière de nouvelles frontières. À l'image, des foules en deuil et des cartes démembrées. Pour Szálasi, ce n'est pas une simple défaite diplomatique, c'est une mutilation nationale, une injustice historique qui exige une réparation immédiate par n'importe quel moyen. Durant les années 20, il reste dans l'armée, mais son esprit se radicalise. En 1930, il franchit une étape décisive. Il rejoint la Ligue de la vie hongroise. C'est une organisation secrète d'inspiration fasciste. Elle regroupe des militaires, des nobles et des ultranationalistes. Le but est clair, restaurer la gloire d'une race supérieure. Les Hongrois sont vus comme les alliés naturels des Allemands. À première vue, un officier de carrière exemplaire. Mais en réalité, un fanatique en construction. Szálasi plonge alors dans la production idéologique. Il publie des pamphlets incendiaires. Le contenu est un mélange de rhétorique ultranationaliste et de concepts pseudo-scientifiques.
Ces idées sont un amalgame du fascisme italien et du national-socialisme allemand saupoudré de mysticisme médiéval. Mais Zalassi veut aller plus loin que ces modèles. Il crée sa propre doctrine, l'ungarisme. Le pilier de cette idéologie est l'azémitisme. Il invente ce terme pour donner un vernis intellectuel à l'antisémitisme classique. Selon lui, les Juifs sont incompatibles avec la société européenne. Il ne s'agit plus de simples préjugés, mais d'une volonté de transformer la haine en politique d'État. L'exclusion devient un destin inévitable. Le mal est en marche. La situation s'est accélérée, le soldat est devenu un idéologue radical. Ainsi s'est achevée la formation d'un dictateur. Mars 1939. L'Europe tremble. C'est à ce moment précis que Ferenc Szalasi lance sa machine de guerre politique, le Parti des Croix fléchées. En Hongrie, ce nom devient immédiatement un synonyme de terreur pure. La bête a enfin trouvé sa meute. Pourquoi ce mouvement a-t-il progressé si vite? La réponse est simple. Szalasi ne crée pas un parti, il fonde une secte. Il calque tout sur les modèles de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Les membres portent des uniformes verts. Ils pratiquent le salut hitlérien. Ils imposent une idéologie violente mêlant mysticisme-chrétien, antisémitisme racial et culte absolu du chef. Leur objectif est clair, une grande Hongrie ethnique et autoritaire. Aux élections parlementaires de cette année-là, le choc est total. Les Croix fléchées obtiennent 15% des voix et 29 sièges au Parlement. Ce n'est pas la majorité. Mais c'est assez pour légitimer leur discours radical. Szalasi, l'extrémiste marginalisé, devient une figure nationale incontournable. À l'image, on voit la démocratie hongroise s'effondrer pièce par pièce. Les élites ferment les yeux. À première vue, le pays semble prospérer. Mais en réalité, il s'enchaîne à Berlin. Avec l'appui de Hitler, la Hongrie récupère ses anciens territoires perdus lors du traité de Trianon. Le sud de la Slovaquie, la Ruthénie subcarpatique, une partie de la Transylvanie du Nord et la région de la Batchka. À chaque annexion, la foule exulte. Le régime gagne en popularité, mais le prix à payer est lourd. La Hongrie plonge dans la logique destructrice de l'Axe. Novembre 1940. La Hongrie rejoint officiellement l'Alliance fasciste. Les horreurs commencent immédiatement. Durant l'été 1941, les autorités hongroises déportent 21 000 juifs de Ruthénie vers Kamenets-Podolski, en Ukraine occupée. Ce sont des apatrides, des réfugiés, des hommes et des femmes sans papier et sans protection. Les Einsatzgruppen nazis les exécutent tous dans les fosses. Mais ce n'était que le début. En janvier 1942, la tragédie se déplace en Yougoslavie. À Novi Sad, ce ne sont pas les Allemands qui tuent, ce sont les troupes hongroises. Elles massacrent 3000 Juifs et Serbes lors d'une opération appelée le Raid d'hiver. On entend le bruit des camions et les cris sur les rives du Danube. Pourtant, une résistance institutionnelle subsiste. Le Premier ministre Miklos Kálay refuse de livrer les Juifs citoyens hongrois aux autorités allemandes. C'est un acte de courage, bien que limité par le contexte. Pendant ce temps, Szalasi est en prison pour activité subversive. Il ne dit rien, il attend son heure. Il reste silencieux, fanatique, convaincu que son destin est de régner par le sang. Les événements se sont accélérés brusquement. Le 19 mars 1944, l'armée allemande franchit la frontière. L'occupation commence. L'histoire s'est arrêtée là pour la souveraineté hongroise. 19 mars 1944. Les troupes allemandes franchissent la frontière et occupent la Hongrie. Adolf Hitler refuse de perdre son allié. Il craint une capitulation ou un armistice secret avec les forces alliées. L'ordre tombe. Berlin prend le contrôle total du pays. Pourquoi ce changement brutal? Hitler ne faisait plus confiance au gouvernement en place. La réponse est simple. Il fallait sécuriser le flanc Est à n'importe quel prix. L'amiral Miklos Horthy reste officiellement le régent. Mais son premier ministre, Miklos Kálay, est chassé du pouvoir. Un nouvel homme fort s'installe, Dom Stojej. C'est un diplomate totalement dévoué à l'Allemagne. Sa première décision est radicale. Il légalise le Parti des Croix fléchées, les fascistes locaux. Le gouvernement hongrois s'aligne immédiatement sur la politique génocidaire du Troisième Reich, à l'image des files d'attente interminables et des soldats qui marquent les habitations. Le 15 mai 1944, la machine s'emballe. C'est le début d'une des opérations les plus rapides et les plus violentes de la Shoah. En seulement 8 semaines, la logistique allemande fait preuve d'une efficacité terrifiante. 440 000 juifs hongrois sont raflés dans tout le pays. 145 trains partent des gares hongroises. La destination est unique, Auschwitz-Birkenau. Sur les quais, on entend le bruit métallique des verrous.
La majorité des déportés ne survit pas au premier jour. Ils descendent des wagons et marchent directement vers les chambres à gaz. Le Zyklon B termine le travail. Sous les ordres de Joseph Mengele et Rudolf Höss, l'extermination fonctionne comme une usine. C'est un engrenage mortifère d'une précision industrielle. À première vue, un simple transport ferroviaire. Mais en réalité, un massacre de masse organisé minute par minute. En juillet, la pression internationale devient insupportable. Le régent Horthy voit les rapports sur les massacres. Il ordonne la suspension immédiate des déportations. Mais le bilan est déjà catastrophique. Des centaines de milliers de Hongrois sont déjà morts. Ce n'était pourtant qu'une étape. Le pire restait à venir. Ferenc Szálasi attendait dans l'ombre. Ce fanatique se considérait comme le prophète de la haine. Son arrivée au pouvoir allait précipiter la Hongrie dans un abîme de violence encore plus profond. Un véritable règne de terreur s'apprêtait à commencer. Le 15 octobre 1944, la situation bascule à nouveau. À la radio nationale hongroise, une voix brise le silence. Miklos Horthy annonce officiellement un armisticio avec l'Union soviétique. C'est une tentative désespérée. Le régent veut sortir de la guerre pour éviter la destruction totale du pays. Il veut sauver ce qu'il reste de la souveraineté hongroise. Mais Hitler n'avait pas l'intention de laisser faire, les événements se sont accélérés. Pour Adolf Hitler, cette situation est inacceptable. Le Führer refuse de perdre son dernier allié stratégique. La réponse allemande est immédiate, elle est brutale. Son nom de code, Opération Panzerfaust. À la tête de la mission se trouve un homme dont le nom fait trembler l'Europe, Otto Skorzeny. C'est le même officier de la SS qui a libéré Mussolini quelques mois plus tôt. Cette fois, son objectif est encore plus audacieux. Il doit renverser le chef d'État de la Hongrie. Comment Skorzeny a-t-il pu frapper si vite? La réponse tient en une seule nuit. En quelques heures, les commandos de la SS envahissent Budapest. Les blindés hurlent dans les rues pavées. La ville est prise sans avertissement. La résistance est inexistante, mais le coup le plus cruel reste à venir. À l'image, des hommes en uniforme noir pénètrent dans une résidence privée. Les hommes de Skorzeny capturent Miklos Horthy Jr., le fils du régent. Ils ne font preuve d'aucune pitié. Ils l'enroulent de force dans un tapis. Ils le ficellent comme un objet. Le fils du dirigeant est évacué du pays comme un simple sac de marchandises. Direction, l'aéroport de Budahorst. Destination finale, l'Allemagne nazie. À première vue, une arrestation. Mais en réalité, un chantage d'État. Le fils devient l'otage du Reich. La pression sur le régent Horthy est totale. Il n'a plus aucune marge de manœuvre. Le lendemain, le piège se referme. Les Allemands proclament la naissance du gouvernement de l'unité nationale. C'est une façade. Un État fantoche totalement soumis aux ordres du Troisième Reich. Le 4 novembre 1944, la mise en scène atteint son sommet. Ferenc Szálasi est officiellement investi. La cérémonie est marquée par une pompe fanatique. Il prend le titre de chef de la nation, Nemzetvezető. Son cabinet est une armée de l'ombre. 16 ministres composent le gouvernement. La moitié d'entre eux appartiennent au parti des Croix fléchées. Ces hommes n'ont pas été choisis pour leurs compétences administratives. Ils ont été sélectionnés pour leur fanatisme. Szálasi est un idéologue messiaque. Il rêve d'une Hongrie racialement pure. Il veut une nation militairement glorieuse. Désormais, il détient le pouvoir absolu. Un pouvoir offert par les baïonnettes nazies. Un pouvoir maintenu par la terreur pure. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Budapest cesse d'être une simple capitale en guerre. La ville se transforme. Elle devient un abyssement de sang et de ruines. La caméra enregistre les décombres qui s'accumulent. Ferenc Szálasi est prêt. Il veut mener sa nation jusqu'au bout, même si ce bout signifie l'anéantissement total. L'histoire ne prévoyait aucune issue de secours. Novembre 1944. Les troupes soviétiques approchent de Budapest. La Hongrie plonge dans le chaos total. C'est à ce moment précis que Ferenc Szálasi prend une décision radicale. Il ordonne le confinement immédiat des derniers juifs de la capitale. Comment enfermer 70 000 personnes dans un espace minuscule? La réponse tient en quelques rues. Un ghetto emmuré de seulement 0,26 km². C'est plus petit que la plupart des quartiers résidentiels de la ville. À première vue, un quartier urbain, mais en réalité, une cellule géante. La zone est bouclée par des fils de fer barbelés. Les soldats des Croix fléchées montent la garde derrière des murs de briques. Ce n'est pas un simple quartier de détention, c'est un piège mortel. À l'intérieur, les conditions sont inhumaines. Il n'y a aucun système d'égout, l'eau manque, la nourriture n'arrive plus. L'hiver 1944 frappe Budapest. C'est l'un des plus rudes du siècle. Dans le ghetto, il n'y a aucun chauffage. Les abris sont des ruines. À l'image, des corps d'enfants gelés sur les trottoirs.
Les vieillards meurent de faim dans des couloirs bondés. Les épidémies se propagent sans aucun contrôle. Mais ce n'était que le début. Entre novembre et décembre, la violence change d'échelle. Des milliers de personnes sont arrachées au ghetto. Les soldats les forcent à marcher jusqu'à la frontière autrichienne, à pied, sans vêtements chauds, sans aucune ration de survie. Sous la surveillance des fusils, ce ne sont pas des Allemands qui tirent, ce sont des soldats hongrois. L'État hongrois extermine ses propres citoyens. Ceux qui trébuchent dans la neige sont abattus sur place. Un coup de feu dans le dos ou un coup de crosse sur le crâne. Les corps restent là, soudés au sol par le gel. Ferenc Joksa, un employé chrétien travaillant dans un hospice, est témoin de l'horreur. Il voit des malades et des enfants exécutés sans distinction. Plus tard, on retrouve les corps de 2 petits garçons. Ils sont figés sur leur mère. Ils l'étreignaient encore au moment de mourir. Les événements se sont accélérés en janvier 1945. Le Parti des Croix fléchées vide le ghetto par groupes entiers. 20 000 personnes sont déportées en quelques semaines. La destination est toujours la même, les rives du Danube. Là-bas, les exécutions deviennent systématiques. La méthode est calculée pour économiser les munitions. Les soldats attachent 3 personnes ensemble avec du fil de fer barbelé. Ils les alignent au bord de l'eau. Un seul coup de feu est tiré sur la personne du milieu. En tombant, le corps entraîne les 2 autres vers le fond. Ils meurent noyés, enchaînés à un cadavre. Sur la vidéo, on verrait l'eau devenir rouge. Le Danube n'est plus un symbole de la ville. Il devient un cimetière à ciel ouvert. Les habitants l'appellent désormais le cimetière juif. Pourtant, ce n'était pas encore le dernier acte de terreur. 14 janvier 1945, 11 heures du matin. Dans l'enceinte de l'hôpital Daniel Biro, Ferenc Joksa voit les soldats entrer. Un nouveau massacre commence. Ainsi s'écrivaient les dernières heures de Budapest. Ceux qui tenaient debout ont été forcés de marcher vers la cour. On les a divisés en petits groupes. Les soldats ont utilisé des mitrailleuses. Les tirs visaient le dos et la nuque. Les patients incapables de bouger ont été abattus directement dans leur lit. En 120 minutes, 130 personnes ont été assassinées. Des enfants ont été exécutés dans les bras de leur mère. Des personnes âgées ont fini étouffées sous leurs draps. Les médecins et les infirmiers ont subi le même sort pour avoir tenté de protéger les malades. Comment un tel massacre a-t-il pu durer 2 heures? Le silence des voisins était total. Mais ce n'était que le début de la vague de terreur. Le 19 janvier, 5 jours plus tard. Un autre hospice reçoit la visite des chemises vertes. Le témoin Joksa raconte la scène. Les soldats séparent les hommes et les femmes. 70 femmes sont emmenées de force. La plupart ont plus de 71 ans. La destination est le parc Város Major, situé juste à côté. Là-bas, les ordres sont exécutés avec une sauvagerie pure. Les soldats lancent 3 grenades au milieu du groupe. Les vêtements prennent feu instantanément. À l'image, des corps qui brûlent dans la neige. Le feu et le froid terminent le travail des bourreaux. Ferenc Szalasi n'a jamais donné l'ordre d'arrêter les massacres. À première vue, un chef d'État autoritaire, mais en réalité, un bureaucrate du meurtre. Sa seule préoccupation était l'image internationale du régime. Que penseraient les diplomates de Suède, de Suisse, d'Espagne et du Vatican? Les exécutions publiques faisaient mauvaise impression. Le commissaire national de la police, Paul Rodossi, a résumé la logique froide de l'État. Il a déclaré que le problème n'était pas l'assassinat des Juifs. Le problème était la méthode utilisée. Les corps devaient disparaître. Ils ne devaient plus rester exposés dans les rues. C'est la bureaucratisation du génocide. La mort est devenue une simple question de relations publiques. La situation a empiré pour les tueurs, mais pas pour les victimes. Pendant ce temps, des hommes comme Raoul Wallenberg risquaient tout. Le diplomate suédois multipliait les actions. Faux passeports, maisons protégées et opérations clandestines dans les quartiers occupés. Il n'était pas seul. Karl Lutz, Giorgio Perlasca et Angel Sanz-Briz agissaient dans l'ombre. On voit sur les documents d'époque des tampons officiels sur du papier sans valeur. Par un paradoxe cruel, le régime de Szalasi acceptait ces documents diplomatiques falsifiés. C'était une question de convenance politique. Les dirigeants hongrois ignoraient même les objections des Allemands pour maintenir cette façade diplomatique. L'histoire s'est arrêtée là pour des milliers de sauvés. 19 novembre 1944. C'est à cette date précise que l'histoire bascule. Le délire de Ferenc Szalasi n'était pas un simple fanatisme aveugle. C'était une stratégie froide, un calcul politique où chaque décision menait au chaos. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas reculé devant l'évidence? À première vue, un chef d'État protégeant son pays, mais en réalité, un dictateur sacrifiant son peuple pour un idéal moribond.
Les forces soviétiques lancent l'offensive. Les alliés roumains se joignent à l'assaut. L'étau se resserre sur la capitale, Budapest, le cœur politique du pays, le centre culturel de la nation. Un symbole qu'il faut briser. Le siège commence. Il ne reste plus aucune issue. Le froid s'installe. Un hiver féroce paralyse les mouvements. La ville est à bout de souffle. Les années de guerre ont déjà tout détruit. Bombardements incessants, famine généralisée, une répression qui ne laisse aucune place au doute. La situation a empiré. Budapest devient le théâtre d'un massacre, une bataille urbaine parmi les plus longues du conflit mondial. 102 jours de combat sans interruption. À l'image, des rues transformées en cimetières de béton. On entend le sifflement des obus qui tombent jour et nuit. Près d'1 million de civils sont pris au piège. Les sorties sont bloquées. Aucun corridor humanitaire n'est ouvert. Pas de trêve, pas de négociation. L'espoir a quitté les abris souterrains. L'erreur était interdite. Les troupes allemandes de la Wehrmacht et de la Waffen-SS se barricadent. Elles sont épaulées par les unités Ungara fidèles aux croix fléchées. Chaque mètre carré est fortifié. On voit les soldats installer des niveaux de mitrailleuses dans les églises. Les écoles deviennent des casernes. Les immeubles historiques servent de point d'appui. Les gares de métro sont des bunkers de fortune. Même les hôpitaux sont intégrés au dispositif de défense. Les monuments nationaux sont dénaturés. Les parcs sont creusés de tranchées. Les places publiques disparaissent sous les barbelés. La ville est devenue une forteresse. Les événements se sont accélérés. Salazie ne comptait pas ses morts. Les archives montrent des ordres stricts. Tenir jusqu'au dernier homme. Les soldats s'enterrent dans les décombres. Ils attendent l'ennemi dans le noir. Les civils, eux, attendent la fin. Le bruit de l'artillerie couvre les cris. Il n'y avait pas de retour en arrière. La bataille a transformé la ville en un tas de ruines fumantes. Les corps s'accumulent sous la neige. L'odeur de la poudre imprègne chaque mur. Chaque pâté de maison est une tombe potentielle. Ainsi a commencé l'agonie de Budapest.